Didier se prosterna et abandonna la couronne de fer des Lombards. Charlemagne exila Didier à Corbie, en France, près d'Amiens, à l'abbaye bénédictine fondée en 657 par sainte Bathilde, l'ancienne reine des Francs. Tandis que Didier quittait son pays, Rolande priait. Seigneur, puisse mon père se repentir, d'un monarque sanglant devenir un combattant de Dieu et un pieux convaincu. Impressionnant ces combats, et dommage pour Didier. Ce Charlemagne, il en fit de bien belle. Dommage, dommage. Un sanguinaire de moins, veux-tu dire? Dommage pour notre bonne Rolande, qui n'aura pas pu profiter des fastes et des égards dus à son rang. Rolande ne recherchait pas les mondanités et n'aspirait à aucune démonstration fastueuse. Rolande était en quête spirituelle. Son désir était de rejoindre au plus vite un cloître afin de consacrer sa vie à Dieu et à la prière. Adieu vide château, vaisselle argentée, carrosse et valet. Eh oui, il existe des femmes hors du commun. Eh oui, c'est comme pour les pierres. Il faut en broyer 1000 pour en trouver une précieuse. Et toc, en plein dans le museau. Je me tais. Eh bien moi, j'aurais souhaité voir de belles robes, de luxueux carrosses et des soirées fastueuses. Veux-tu en admirer des toilettes radieuses et des danseurs galants? Tu peux faire revivre une telle épopée en ce château? Quoi de plus facile? La Renaissance à vos pieds, princesse. En cette époque de 1548, les abords du château vivaient leur quotidien. Les tireurs de fer, exténués après une journée de labeur, désaltéraient leurs pensées et leur soif à l'estaminet tout proche. Allez, une pinte, Germaine! Plutôt deux qu'une, ma belle. Que grand bien vous fasse. Après une dure journée de labeur, vient-elle pour vous remonter le moral? Encore un pot cassé. V'là mes petites filets. L'extraction de l'argile terminée, les potiers de Villers-Poterie s'affairaient au façonnage de leur peau. Les agriculteurs fauchaient le blé et le meulaient. Le petit élevage permettait de subvenir et de pouvoir disposer d'aliments de base pour une alimentation équilibrée. D'autant que les légumes et les fruits poussaient à profusion. Allez, allons-y, hein. Activons avant l'orage. Les blés de nos champs permettaient aux boulangers de pétrir un pain de qualité. À l'approche de la fête, les villageois apportaient leur récolte de prunes afin d'en garnir les grandes tartes qui seront dorées au four de pierre. FC des bulocs de mon jardin, ne sont-elles pas appétissantes? Appétissantes. Et comment, pardi? Dites boulanger, les bulocs, elles se trouvent dans le panier, hein? Plus loin, le tailleur de pierre découpait un dernier bloc. Je suis fatigué. Sois discret, hein, gamin. Plus que 200 kilos à tailler et la journée est terminée.
tandis que le sabotier taillait sur mesure les sabots de tous ses ouvriers. Hé, un peu plus profond les sabots. J'ai mal mes orteils, hein. Avec des pieds de ce gabarit, mon ami, on chose des bateaux de plaisance. Les enfants s'amusaient et l'on sentait sous la chemise poindre la moiteur des chaudes soirées du mois d'août. C'est au mois d'août, on fait les fous, les vacances, les vacances, les vacances. Tandis qu'au château, l'on s'activait aux derniers préparatifs pour mener à bien une réception peu ordinaire. En ce jour d'août 1548, le seigneur foncier des lieux depuis peu, Jean de Marotte, se plaisait à recevoir un émissaire et haut dignitaire de Marie de Hongrie. Celle-ci était chargée par son frère Charles Quint d'inspecter les frontières entre la France et les Pays-Bas. Cela en vue d'assurer la défense de notre territoire suite au traité de Crépy qui consacrait la fin des hostilités entre le Léo Belgicus et la France. Ce dignitaire éclairé en la matière, avant son retour, passa la nuit en ce château. La fête pouvait commencer. Eh bien, madame, où êtes-vous? Ciel, mon mari! Eh bien, serait-il contrarié à nous voir ainsi? Faut-il encore qu'il nous découvre? Il est tellement gâteux! Coucou! Où êtes-vous? Mais, madame! Oh, loin de vous, j'espère, l'idée que je puisse vous tromper, mon ami. Mais que diable fait ce jeune galapien dans votre couche? Il étudie. Ce jeune savant est occupé à vérifier la température ambiante de notre sofa, mon trésor, afin que vous puissiez vous y installer. C'est tout bon, pépère. Dites-moi, professeur. Je vous donne l'adresse de ma maîtresse. Faites le coup à son mari. Au pays des Rolandiens, jour et nuit, une étoile brille. Au pays des Rolandiens, un lion, c'est la noville. Au pays des Rolandiens, une sainte est venue mourir. Au pays des Rolandiens, la foi nous a fait grandir. Alors, Dame Julie, pas mal la Renaissance. Un peu ringarde cette musique. Ringard. Allons, maître de musique, ambiance. Au pays des Rolandiens, les fleurs sont bleues et sont jaunes. Nos enfants créent des quatrains, le parfum des fêtes embaume. Au pays des Rolandiens, le doux prénom de Rolande. Et tous nos villages chantent au pays des Rolandiens. Pays des Rolandiens.
C'est scandaleux. Outrageant. Faudrait aussi qu'on travaille dans le noir, peut-être. Hé, laisse lui les quinquets, me fait. Facile de festoyer et de fanfaronner. Qui va ramasser les comptes des calançons? Même pas une fiasque de vin à boire. T'inquiète. J'en connais un qui sera encore plus rouge demain matin. Qui ça? El Chefté. Qui est-ce? Attends, je lis. Marguerite de Creillancourt, 1903-1987. Entre parenthèses, Yourcenar Marguerite. Ah, elle fut la première femme élue à l'Académie française en 1980. Que fait-elle là? Plaît-il? Il vous faut savoir, jeune homme, qu'Octave Pirmé et ce château ont marqué la tendre enfance de Fernande, ma mère. En quête de connaissance d'une mère morte peu de temps après ma naissance, j'ai rassemblé quelques souvenirs pieux et je me suis imprégnée de ces merveilleux moments éclairés par l'oncle Octave. Ah, mes amis rêveurs, quel privilège de pouvoir ouïr ces mots issus d'une œuvre considérable de la langue française, et plus encore, de pouvoir les découvrir au présent. Elle porte au féminin le nom qu'avait Rémo, avant qu'il n'eût jamais rebaptisé celui-ci. Un bouton d'or que l'on appelle... Une renoncule. Bien, ma belle Fernande. Ranunculus en latin. Ranunculus. De temps à autre, la petite main s'allonge, cueille maladroitement ou plutôt arrache une tige ou une touffe. L'oncle, un peu solennel, proteste. Songe à la plante mutilée, à ses racines laborieuses, à la sève qui découle de sa blessure. Oui, oncle Octave. Que d'après-midi exaltants, lorsque l'oncle se prétend être un capitaine au long cours. 2 degrés à bâbord. Bien, mon capitaine. Musicien accompli, il excelle aussi dans le dessin et les croquis. Mon plaisir, n'est-il pas un lieu plus paisible et inspirateur? Oh, joue encore, oncle Octave. Il y a des jours plus bruyants. Octave, fondateur de la fanfare d'Acco en 1865, se plaît à recevoir ses chers musiciens à la moindre sortie dominicale. Bien que Fernande ait peur des gros chiens et des bêtes sauvages, elle accompagne Octave en compagnie non pas de gros canins aux babines salivées, mais d'un sanglier parfaitement docile. Irénée,
la très chère mère d'Octave est heureuse de la bonne presse que reçoit Octave pour son second ouvrage, publié en 1868 et intitulé « Jour de solitude ». Et vous savez, Octave reçoit beaucoup de lettres de félicitations, et entre autres de Victor Hugo. Il s'apprécie et se rencontre dans maints cercles littéraires de Bruxelles. Et également Jules Janin, Taine, Michelet l'ont plébiscité. Je n'ose imaginer quelles conséquences aurait pu causer cet accident de février 1864, lorsqu'une épine s'enfonça au milieu de son œil, et qu'il me revint en s'écriant « Mère, je suis borgne !» Octave ne perdit pas l'œil. Et l'on fit ériger dans le parc une chapelle en l'honneur de la Vierge Marie pour la remercier de la guérison d'Octave. Irénée ne se remit jamais de la mort de son autre fils Fernand, dit Rémo, qui se tua en nettoyant son pistolet de chasse. Rémo était un garçon brillant, tant et si bien qu'il tenta de créer une ligue des droits de l'homme et du droit des ouvriers. Projet soutenu par Octave et Victor Hugo. Il fut très affecté par le refus de la bourgeoisie d'adhérer à son projet. Irénée, qui fit son entrée au château le 5 septembre 1860, le quitta ce 21 mai 1870. Pendant 162 ans, la famille Pirmé marqua de son sceau l'histoire de ce château. Industriels visionnaires, puisqu'ils furent à l'origine du conseil d'administration des usines Solvay. Patriotes, résistants, certains d'entre eux furent déportés et moururent en camp de concentration. Toujours à l'écoute de la population, ils étaient estimés dans le village. Le dernier membre de la famille Pirmé quitta le château en 2002. Oncle Octave, conte-moi la fin de l'histoire de Rolande. En contant ainsi la légende de notre bonne Rolande, Octave était loin d'imaginer que son récit figurerait en lettres d'or au sein d'une œuvre romanesque, fleuron de la littérature française. S'il l'eût su, il n'aurait pas raconté n'importe quoi. Le poète a tous les droits. À sa façon, Octave amena Sainte Rolande à la postérité. S'il pleuvait, il lui racontait des histoires. Une seule m'est parvenue, celle de l'anachorète mérovingienne Sainte Rolande, gloire du folklore local. Donc, Rolande s'était convertie et consacrée à Dieu. Comprenant que ses vœux ne seraient respectés ni par son père, ni par son fiancé, elle se résolut à la fuite. Auger, averti par une servante infidèle, se lança sur ses traces. Il lui fut facile de la rattraper et de la saisir par ses cheveux flottants. Mais il l'aimait. Il ne supportait pas l'idée de faire d'elle un pauvre animal happé par une bête de proie. Il demeura donc à distance. Oh, quel amour passionné! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un jour, Auger regarda ses funérailles à distance. Le malheureux! Un soir enfin, il mourut. Les villageois, qui étaient fiers de leurs deux ermites, se proposèrent de les réunir dans une seule et même sépulture. On porta Auger sur un brancard à la chapelle de Rolande. On leva le couvercle du grand sarcophage et le squelette de la sainte ouvrit les bras pour recevoir le bien-aimé. Quelle histoire! Quelle mauvaise et fausse histoire! Octave a beau être un écrivain de renom, il mélange ses plumes. En effet. Dites, votre histoire de Rolande, ça c'est n'importe quoi. Eh oui. De quel amour frustré ou au contraire ardemment accompli, Octave a-t-il tiré de quoi transformer ainsi la légende? Ainsi, l'académicienne termina le chapitre consacré à notre Rolande. Pas trop tôt. Regardez mes amis et écoutez. Voici l'histoire de Rolande, la véritable. Elle fit de roi
fille sans joie, elle vit dans la lumière la foi. Dieu est son roi, elle s'appelle Rolande. L'amour la poursuit et sans répit, la prière d'un ange la nourrit. Elle aime Dieu, fuit l'opulence. De Corbille, tout en sueur, le décès de son père, elle pleure de lui, c'est sûr, elle sera toujours fière, puisqu'il a choisi le repentir, de finir sa vie et de mourir comme un saint dans un monastère. Elle quitta vers l'aube, elle se dirigea, oui, et dès là, elle s'appelle Rolande. Cologne est encore bien plus loin, fatiguée, épuisée, elle marche en vain, sauvez-la, elle s'appelle Rolande. À vos chants de foi, elle va venir. Vous l'aimerez, vous la louerez, sans vous lasser chanter selon. Dans nos prés, elle s'affaissa sur un chêne, son valet grimpa. Alors au loin, dans la brume, il put voir la ferme de Villers qui s'offrit, et là la sainte femme s'affaiblit. Dans ses beaux yeux brille l'espoir. Un prêtre enfin arrivé, les sacrements lui furent donnée, fille de Dieu, c'est notre sainte Rolande. L'amour la poursuit et sans répit, la prière des anges la nourrit. Elle quitte la terre, fuit l'opulence. À vos chants de foi, il posa de ses yeux clos d'étranges écailles tombent. La lumière lui apparut, il vit un miracle de suite s'est accompli. Les gens émus en larmes prient. Vers Gerpine, l'homme partit, criant à tous: je suis guéri! Les gens émus, tout en larmes, arrivent. Puis chez nous, vénérée, elle devint, et même encore de beaucoup plus loin,
jour de foi, elle va venir. Vous l'aimerez, vous la louerez, sans vous lasser chanter cela. Robin, Julie, vous allez rater le train. Robin, on nous attend à la gare d'Acco. Tu dors ou quoi? Moi je voudrais bien, mais... Pas question. Rêve et monte dans le train. Ce n'est pas possible. J'aurais dû aller rêver ailleurs. Voilà. Bonne route sur la voie inaugurale, la ligne 137 à Comété. C'est parti, mon kiki!
Au revoir. Rendez-vous à Gougny. J'espère qu'ils ont pris un sachet en plastique. Les voyages me rendent malade. À bientôt. À vous, l'arbre. Eh bien, bonjour. En direct de Gougny, nous allons assister à l'arrivée du premier train de la ligne 137. Oh, on se croirait à un match de foot. Nous sommes le 24 avril 1887. Le jour de l'arrivée à Gougny du premier train de la ligne 137. Ce matin-là, l'activité du petit village battait au rythme du quotidien. Les carriers saignaient les veines de la carrière pour extraire le fameux marbre Sainte-Anne, réputé bien au-delà des limites de notre région et de notre pays. On le traitait et le polissait sur place avant l'expédition. Il faut savoir que nos villages sont troués, ça et là, comme des gruyères. Les carrières sablonneuses de Joncret, d'Acco, les carrières à Grès à Imier, les carrières Bragard et Évrard de Gerpine, ainsi que leurs fours à chaud conditionnaient et alimentaient bien des familles locales, et de plus loin encore. En cette fin du 19e siècle, l'activité agricole était très importante également dans nos petits villages. Gougny ne dérogeait pas à la règle, non. Bien évidemment, le maca sonnait comme de coutume. Des bêches et des pelles étaient fabriquées dans un atelier. Les enfants s'amusaient et couraient à leurs jeux favoris. Ah, que cela sentait bon. Afin de recevoir comme il se devait les autorités qui seraient présentes à cette cérémonie, quelques bonnes spécialistes du village cuisaient sur des fers de Gougny, réputés dans tout le pays, de magnifiques et succulentes... Les gaufres de Gougny. Les gaufres de Gougny. Les gaufres de Gougny, elles sont belles, elles sont bonnes et croustillantes à souhait. À quelques pas de là, un brasseur local vantait les mérites d'un brassin spécialement conçu pour l'occasion, la bière 137. La 137, elle sait qu'il dégoûte et n'achète. C'est bien notre veine de travailler au pays de la bêche et de la pelle. Même pas la peine de la paumer. Direct, on te fait un bon bonne nouvelle. Il y a peu, quand une plounée, il goûte au pas ici. Oh yeah, ils savent donner quoi inventer pour faire goûter la giant. Oui, dans l'eau magienne, ouf. Oh, mais tu ne suis né sucré. Ah, compris. Dans l'eau boire une 137. L'arrivée du train était imminente et les autorités communales, avec à leur tête M. Henri Pirmé, bourgmestre, et ses échevins, faisaient leur apparition suivie de la marche Sainte-Rolande de Gougny. Corporation de carriers et de marbriers représentant l'ensemble de nos villages. Les hommes du fer étaient également représentés. Il faut dire que pour ces travailleurs, l'instauration d'une nouvelle ligne de chemin de fer était primordiale pour l'avenir de leur corporation. La région prit déjà un nouvel essor dès 1885 avec l'instauration de la ligne Châtelineau-Gerpine-Givet. Auparavant, une route à péage avait été construite à l'aube de l'indépendance par le tout premier bourgmestre nommé de Belgique, l'Acosien Eugène François de Dorlodo. Cet axe routier avait pour but d'alléger le charroi de ses carrières, mines et usines. Les enfants de l'école communale, précédés par leur institutrice, vinrent compléter le comité d'accueil. Ce n'est pas le TGV, mais ça roule tout de même. Oh, tu te rends compte? Je suis installée aux côtés de deux ministres. Et moi, à côté de Monsieur Léon de Dorlodo, le bourgmestre d'Acco, et du sénateur Paul de Bruges de Gerpine. Ils sont plutôt courtois à mon égard. Il faut bien passer le temps. De connaisseurs, oui. Que du beau monde. Le duc d'Ursel, gouverneur du Hainaut, et des hauts fonctionnaires des départements des chemins de fer, ainsi qu'un nombre impressionnant d'ingénieurs. Également des représentants de la presse bruxelloise. Bruxellois? Allez, toi? Et nous,
n'attend pas, bien entendu, la moindre des choses. Notons également la présence de Félicien, notre compagnon bien-aimé. Ils sont ouf, ces petits. Nous arrivons. Oh, c'est grisant la vitesse. Et comment? Je suis vert. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le sénateur, Messieurs les députés, chers collègues bourgmestres, Monsieur le curé, Messieurs du chemin de fer, ingénieurs et fonctionnaires, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans émotion, vous vous en doutez, que j'ai vu poindre à l'horizon ce nuage de fumée annonçant l'arrivée de notre premier train sur cette ligne 137. En effet, les discours de bienvenue et de politesse réciproque animèrent une bonne partie de l'après-midi, tandis que déambulaient çà et là les accompagnateurs du train. En tant que carrier, vous ne sauriez croire, mesdames et messieurs, l'importance de ce train traversant notre village. Vive le chemin de fer, vive les guerriers, vive Gouny! La remise des distinctions honorifiques terminée, nos notables et autres personnalités reprirent le rail sous l'aubade et la fanfare, et la détonation d'une nouvelle salve d'honneur. Le convoi se remit en marche dans un épais nuage de fumée et de bruit infernal. Les voilà partis pour Bienne, et puis Métais. Quelle journée mémorable! Il est des inventions qui ont fait avancer l'évolution et contribué au bien-être des populations. Oui, mais nous autres, nous rentrons à pied. Ma foi, un siècle plus tard, il est des décisions qui desserviront ce développement. Allons-y. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Viens avec moi dans mon rêve, qu'il disait, tu verras du pays. À pattes, ça n'est pas mon truc. Lorsque l'homme entretient la réflexion et voue son intelligence à la création, il est juste et grand. Alors, l'évolution de l'univers grandit. Vous faites le tour avec le groupe de Louis de Rennes. Et vous avez pris de l'avance.
Oui, et il est grand temps que nous y allions. Allez, en route la troupe. Et encore merci. Merci pour votre accueil. Au revoir, monsieur, madame. Ce sont de braves gens d'accueillir ainsi les pèlerins qui effectuent le tour Sainte-Rolande. Et de les recevoir en pleine nuit. Oui, mais viens pas avec ton kleps. Que dalle. Il était de tradition autrefois qu'au moins une fois l'an, vos parents et grands-parents accomplissaient le pèlerinage par petits groupes, durant la nuit, principalement à la nouvelle lune. En chemin, ils s'arrêtaient chez un parent ou une connaissance. Là, un café bien chaud les attendait. Ça, c'est vraiment chouette. Quel beau chapelet de dévotion et de prière envers notre bonne sainte. S'il existe des périples merveilleux et passionnants, le pèlerinage Sainte-Rolande, au fil du temps, cheminant siècle après siècle, en est un autre. Gerpine et sa campagne environnante sont des champs de piété, où l'on cueille des bouquets de prières tendus en offrande à notre bonne protectrice. En ce début du XXIe siècle, la ferveur est intacte. Ces 30 kilomètres de champs de terre, de sentiers caillouteux et de routes sinueuses sont investis d'une foi inébranlable en Sainte-Rolande. Elle prie pour vous. Elle intercède auprès du Seigneur pour votre protection, pour votre guérison, votre sérénité. L'année 1999 restera dans les mémoires des Rolandiens. Lors du spectacle Son et Lumière intitulé « Sur les chemins de Rolande », la reconstitution de la cérémonie de la translation des reliques de la chasse primitive dans la nouvelle chasse en fut l'apogée. En ce jour du 13 mai 1599, moi, Hélène de Huy, abbesse de Moustier, suis heureuse d'apporter le résultat d'un travail long et minutieux. Puisse ce chef-d'œuvre remarquable d'Henri Libert, orfèvre de Namur, être conservé en votre cité de Gerpine pendant de longs siècles. Monseigneur Blaséus, évêque de Namur, va procéder à la translation des reliques. Notre magnifique chasse Sainte-Rolande fut restaurée à maintes reprises, en 1740, 1872, 1926 et 1983. Mais laissons le soin à nos comédiens médiévaux de poursuivre leur récit. Dès l'annonce de la mort de Rolande et de l'accomplissement de son premier miracle, les gens partirent pieds nus, processionnellement pour Villers. On rapporta triomphalement le corps virginal et le cimetière de Gerpine reçut cet auguste dépôt. Une huile sacrée, d'une merveilleuse odeur, jaillissait du corps virginal en grande abondance. Oui, mes gens, dès sa mort, Rolande fut proclamée sainte par la Vox Populi. On peut considérer les funérailles de Rolande comme le premier pèlerinage. Par la suite, noble gens, le pèlerinage eut lieu sur la tombe de notre bonne Rolande. Ansa, la mère de Rolande, vint à Gerpine. Elle éprouva une grande tristesse de trouver le tombeau de sa sainte enfant exposé ainsi à tout vent. Les chevaliers et autres notables du lieu, piqués des remontrances de cette noble dame, entreprirent de faire construire une chapelle, annexée au côté droit de l'église. Inquiétons-nous de l'importance du culte de notre sainte. Construisons une chapelle, et espérons que cela contribuera à la prospérité de notre cité. Dieu seul le sait, notable. Et si les guérisons de la pierre et de la gravelle se succèdent à travers le pays, gageons que dans les 9 ou 10 siècles à venir, le culte et le pèlerinage de Rolande seront encore plus vivaces. En effet, braves gens, Tu ne saurais mieux parler, comédien de bon augure.
Les ondes bénéfiques de Sainte Rolande percent le temps et éclairent des générations de pèlerins. L'on pensa jusqu'à il y a peu que le tour Sainte Rolande naquit de la procession des Bancroix et qu'il succéda à celle-ci. Mais il n'en est rien. On peut considérer que le tour Sainte Rolande, avec la première chasse en bois, s'effectuant dans un périmètre déterminé, un peu comme l'érogation, mais vouée à notre sainte, débuta en 1103, après la reconnaissance officielle de la sainteté de Rolande. Il se conforta au XIIIe siècle, suite au fléau de la peste et du choléra qui semèrent terreur et désolation dans notre région. Même si la tradition orale a véhiculé la vie et la légende de Sainte Rolande du 8e au XIIIe siècle, germa ensuite le souci d'écrire sa vie. La première Vita, disparue à l'heure d'aujourd'hui, aurait été écrite par un clerc des environs de Gerpine. Plus tard, vers 1455, Jean Guillemans, un moine copiste, rédigea « Vie de Sainte Rolande » au couvent du Rouge-Cloître à Bruxelles. Outre à Gerpine, bien entendu, où est là son histoire, Sainte Rolande fut vénérée en bien des endroits différents de notre pays et l'on peut la considérer comme une grande sainte de chez nous. À Mons, il exista une confrérie de 1729 à 1940, aussi à Liège chez les Sœurs de la Paix Notre-Dame. Chaque année, à Gerpine, d'abord le mercredi, plus tard le mardi et enfin le lundi de Pentecôte, se déroulent les fastes de Sainte Rolande. C'est à ce moment précis que Chasse et Reliques effectuent le tour Sainte Rolande. Selon les époques, il fut d'abord escorté en milice pour défendre la chasse et préserver les pèlerins de tout danger. Après 1190, on vit se succéder des Templiers, des archers en 1266, des arbalétriers en 1418 et des arquebusiers en 1531. Quant à nos costumes de marcheurs, il faut attendre la débâcle et la retraite de Napoléon et des Français à Waterloo en 1815. Des frusques et uniformes jonchant le sol, çà et là, furent récupérés. Ensuite vinrent les costumes militaires belges du Deuxième Empire. Au début du XXe siècle, la procession prit un essor particulier. Des milliers de personnes se rendaient à Gerpine le lundi de Pentecôte. Même pendant la guerre 14-18, la procession sortit chaque année. Cette faveur exceptionnelle a été obtenue auprès de l'occupant allemand. Et ce n'est pas la guerre de 1940-1945, ni le passage d'Hitler le 16 juin 1940 à Losprel au château de Dorlodo pour rencontrer le général espagnol Vignon qui dérogèrent à la règle. Bien au contraire, dès 1941, sous l'égide de M. Gontier et de M. Hamels, les enfants de Gerpine escortèrent la procession. Les Rolandiens n'ont jamais failli à leur devoir. Ni le temps, ni les événements n'ont ébranlé leur foi. Il vous est donné ici une chance extraordinaire de pouvoir admirer et contempler une procession unique, la procession du temps
qui passe. Fabuleux l'arbre, t'es un king! Ce sont les gens d'ici, ces Rolandiens qui sont admirables. Au-delà des hommes, des guerres, des religions, une foi persiste. Sainte Rolande vibre en eux. Je vais devoir bientôt me lever, et alors, fini de rêver. Il est donc grand temps de visiter à nouveau la galerie. Oh, je suis impatient de connaître l'identité de notre prochaine rencontre. Et moi donc? Allons, dépêchons. Approchez, approchez mes enfants, n'ayez pas peur. Bonjour monsieur le curé. Monsieur le curé. Êtes-vous de ce village? Je suis d'Acco. Et moi, de Gerpine. À notre école, mais nous avons des copains de tous les villages environnants. Nous sommes de l'entité de Gerpine. Entité? Tiens. En 1976, on nous a réunis pour vivre ensemble. Et pour mieux vous apprécier, je présume. Afin de mettre en commun vos idées, vos différences, d'unir vos forces, de pallier à vos faiblesses, d'alléger vos souffrances, de vous aimer les uns les autres, pour grandir et ne plus faire qu'un. T'aurais dû voir ça, tous les clébards de la région autour du même os. Bon, je te dis pas, et il y a eu de la tatouille. Pas évident tout ça. On y arrivera peut-être, monsieur le curé. Je m'appelle Eugène Druet. Depuis le début des années 1900 et jusqu'au lundi 24 août 1914, je fus abbé et curé de la paroisse d'Acco. J'aimais les gens de ce pays et ils me le rendaient bien. J'aimais l'homme et j'avais confiance en lui. L'euphorie de ce début du XXe siècle avait effacé peu à peu la morosité et la tristesse de la fin du XIXe. Les meurtrissures de 1870 étaient refermées et nos petits villages découvraient les plaisirs de la belle époque.
Avis à la population. Je déclare au lodge la dicose du mois d'août 1914. Au pays des Rollandiens, quand on joue des arguedennes, on fait des causes des ferden, tanawet il y a bien plein au pays des Rollandiens. On se quête un demi sucré, on ratin ça une année, on saute sous la médiane. Au pays des Rollandiens, on y va au joue en soufflant des airs du pain de cousse clapant. Dans ce mamscure nu, nos bia boutons au pays des Rollandiens. Nos pattes nues à le bidon, nos cœurs bouche quand vit le printemps. Au pays des bons vicans. C'est ainsi que vous travaillez? Non, chef. La commune ne vous paye pas pour danser. Vous pensez? Quand on voit le balai des chefs à l'atelier, on se demande quoi. Allez dehors! Allez-vous défouler dans les caniveaux? Oui, c'est quoi? Ils vont nous faire une criche. Non, mais... Les fêtes de village étaient joyeuses et donnaient lieu à des ambiances particulières. Les gens aimaient à se rencontrer et à palabrer sur les choses de la vie, qui, ma foi, en ces jours de dicose, était une activité bien agréable à vivre. Le long des étangs, on pouvait se rafraîchir en famille et canoter gentiment. Les joueurs de balle-pelote au tamis assuraient le spectacle et les luttes étaient âprement disputées. Allez, M'Kolo, livre la passe. Bien joué! La fanfare locale promenait les célèbres Kokidoko. Arrivons au camp, à notre chabon, bénis et heureux à votre sang bleu. Le signe assez certain, qui baladin non moins, c'est notre petit coquin qui vaut bien tous sous-là. Tous les cocons, les vrais. Si tu te chantes juste, dis-moi, t'es dans le bouillon. Eh, quoi de sur la petite journée? Jean-Louge pour Barcelone. Et ami, Jean-Louge pour payer une femme. L'adresse était au rendez-vous des plus habiles joueurs de quilles de la région et les parieurs ne savaient plus où donner du billet. Sur le foot de droite, 2 gros sauts sur le centre de gauche. Eh, où est ton caillot? J'ai jamais fait. Où était le chaise de planteur? Le théâtre wallon balbutiait ses premières tirades et faisait s'écrouler de rire des spectateurs convaincus. C'est mon nom Camille. Mais Drossi, c'est Mikacha. Oh, il y a une sacrée Drossi. Mais non, il faut fourrer à m'espiter, ça va me gros coquillard. Maria de Himam, qu'est-ce qu'il doit Drossi? Mais lui, c'est ce que toi, c'est mon nom. C'est Nénis qui va penser, ça va me petit champêtre. Non, non, chef. Non, faut jouer à Mazar. Au théâtre, il est des thèmes populaires qui ne se démentent pas avec le temps qui passe. Au village d'Imier, les fêtes communales donnaient lieu à un spectacle étonnant. Le galop chinois. En effet, il n'était pas rare de voir arriver sur la place 150 couples afin de danser ce rituel. Quelle merveilleuse journée! Ils attendaient ces jours de liesse avec impatience. Cela changeait leur quotidien, atténuait les semaines de dur labeur. Le nouveau siècle était empli de promesses, voué à d'une nouvelle technologie, promis à d'immenses bonheurs. Oh mon Dieu, c'est la guerre, c'est la guerre! Les Hulans sont à Châtelet!